Mon frère a brûlé mes papiers de bourse la veille de mon vol pour l'école de médecine à l'étranger. Les rats des rues ne méritent pas les salles de classe, a-t-il ricané. Mes parents étaient d'accord. Ta place est à faire notre vaisselle, pas à t'asseoir avec des médecins. Je n'ai pas pleuré. J'ai ramassé mon sac et j'ai souri. À 6 heures du matin, le téléphone de mon père a sonné, depuis l'aéroport. La lettre de bourse a pris feu par le coin inférieur gauche. La flamme a grimpé le long de la marge, s'est enroulée à travers l'entête du Royal College of Surgeons, et a dévoré le paragraphe qui commençait par « Nous avons le plaisir de vous offrir une bourse complète », avant d'atteindre la ligne où figurait mon nom, Jonah Coulter. Les lettres sont devenues orange, puis noires, puis plus rien. La cendre a flotté au-dessus du brûleur de la cuisinière et s'est déposée sur le comptoir, à côté d'une pile de factures impayées que je couvrais depuis l'âge de 18 ans. Mon frère, Cad, tenait la page en feu par le coin supérieur avec 2 doigts, l'inclinant pour que la flamme se propage plus vite. Il souriait. Pas le sourire rapide de quelqu'un qui fait une blague, mais l'expression large et satisfaite de celui qui attendait de faire ça depuis l'arrivée de la lettre d'acceptation, il y a 6 mois, et qui avait finalement décidé que ce soir était le bon soir. La veille de mon vol. Il a laissé tomber le dernier morceau en feu dans l'évier. Ça a grésillé contre l'acier humide. Puis il a saisi le deuxième document, le résumé financier de la bourse, et l'a allumé lui aussi. Puis la confirmation de logement, puis la liste de contrôle d'inscription. 4 pages, 4 avenirs distincts, tous réduits en cendres en moins de 2 minutes. Mon père se tenait près du réfrigérateur, les bras croisés. Ma mère était assise à la table de la cuisine, les mains jointes devant elle, comme elle le fait quand elle a déjà pris sa décision et qu'elle attend que tout le monde arrive à la même conclusion. Cad a secoué les dernières cendres de ses doigts et m'a regardé. Il était appuyé contre le comptoir, un coude sur le bord, dans la posture de quelqu'un qui vient d'accomplir une tâche qu'il considère comme productive. Les rats des rues ne méritent pas les salles de classe, a-t-il dit. Il ne l'a pas chuchoté. Il l'a dit comme on lirait un verdict. Assez fort pour que les murs de la cuisine s'en souviennent. Assez fort pour que le chien du voisin arrête d'aboyer un instant de l'autre côté de la clôture. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Family Secret Health. C'est à ce moment-là que la plupart des gens commenceraient à crier. Je n'ai pas crié. Cad n'avait pas fini. Il s'est redressé et s'est approché. Tu as passé ta vie à fuir cette maison pour la bibliothèque comme un rat des rues, Jonah. Maintenant, tu veux fuir jusqu'à Dublin. Tu pousses des pilules derrière un comptoir pour 17 $ de l'heure. Et tu penses avoir ta place dans un amphithéâtre avec de vrais médecins? Maman et papa t'ont nourri, habillé, t'ont donné un toit pendant 23 ans. Et tu les as remboursés en traitant cette famille comme un arrêt de bus sur le chemin d'un endroit meilleur. Tu es un garçon de comptoir avec un billet d'avion. C'est tout ce que tu as jamais été. Mon père m'a regardé de l'autre côté de la cuisine, le menton levé comme il le fait quand il est sur le point de dire quelque chose qu'il rumine depuis des semaines. Ta place est à faire notre vaisselle, pas à t'asseoir avec des médecins. Tu veux prendre l'avion? Va donc en avion à l'épicerie et rapporte ce dont ta mère a besoin, a ajouté Patrice, sans lever les yeux de ses mains jointes. L'argent de cette bourse devrait aller à cette maison, pas à toi. La bourse ne donne pas d'argent liquide, ai-je dit. Elle couvre les frais de scolarité et le logement à Dublin. Il n'y a pas d'argent à envoyer ici. Alors à quoi bon, a dit Lial. C'est un diplôme de médecine. Un diplôme de médecine, a répété Cad, chargeant les mots du même ton qu'il utilise pour décrire quelque chose qu'il a vu à la télévision et qu'il trouve ridicule, venant d'un pays introuvable sur une carte. Je peux le trouver sur une carte. Alors trouve-toi un billet de bus pour rentrer quand tout s'effondrera. Parce que ça arrivera. Cad a pointé l'évier. Voilà où est ta bourse. Juste à côté de ta carte de bibliothèque, de ton petit badge d'hôpital, et de toutes les autres choses que tu as collectionnées en pensant qu'elles te rendaient meilleur que cette maison. Dans le siphon. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine et j'ai regardé l'évier, où 4 documents se dissolvaient en une pulpe grise. J'ai regardé Cad, qui souriait maintenant de tout son visage. J'ai regardé mon père, qui croyait ce qu'il disait parce qu'il l'avait répété assez de fois pour que ça ressemble à la vérité. J'ai regardé ma mère, qui n'avait jamais assisté à une seule réunion parents-professeurs, à une seule foire scientifique, à une seule soirée d'information sur l'école de pharmacie, ni à aucun événement qui reconnaissait que je construisais quelque chose en dehors de cette cuisine. J'ai ramassé mon sac sur le sol du couloir.
Le sac était déjà fait, depuis 2 jours. J'ai souri. Pas un jeu d'acteur, une libération. Le genre de sourire qui vient quand on réalise que les gens dont on a passé 5 ans à essayer d'obtenir l'approbation viennent de vous donner la permission la plus claire que vous ayez jamais reçue d'arrêter d'essayer. Je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai ouvert mon téléphone. La première chose que j'ai vérifiée, c'était mes emails. La confirmation d'inscription du RCSI était dans ma boîte de réception, datée d'il y a 6 semaines. Les copies numériques de chaque document que Kat venait de brûler étaient dans un dossier sécurisé sur le serveur de l'hôpital, téléchargé via le même système que j'utilisais pour archiver les ordonnances de médicaments pendant mon service de nuit. Kat a brûlé du papier. L'inscription était numérique. Chaque document qu'il a tenu au-dessus de cette cuisinière avait été téléchargé sur le portail sécurisé du RCSI il y a 6 semaines, via le même système que j'utilisais pour archiver les dossiers de médication à l'hôpital. Il a détruit des impressions. L'acceptation, elle, vivait sur un serveur à 3000 miles de là. Intacte. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais pas parce que j'étais en deuil. Parce que j'avais du travail à faire. Voici ce que vous devez comprendre sur la maisonnée Coulter pour que le reste ait un sens. Je suis technicien certifié en pharmacie à l'hôpital Mémorial Général depuis l'âge de 18 ans. Service de nuit, de 23h à 7h. Je traite les ordonnances, je réalise des préparations stériles, je vérifie les calculs de dosage, et je gère le registre des substances contrôlées pour un hôpital de 340 lits. J'ai fait ça 5 nuits par semaine pendant 5 ans. Pendant mes pauses, entre 2h et 4h du matin, j'étudiais pour le MACAT dans la salle de repos du personnel, avec un surligneur et un livre de préparation d'occasion que j'avais acheté pour $11 dans une librairie. J'ai obtenu un score dans le 97e centile. Personne dans ma famille ne m'a demandé ce qu'était le MACAT. Pendant 5 ans, 60% de mon salaire net est allé à ce foyer. 3004 cents par mois. Loyer, 1800 $. Charges, 340 $. Épicerie, 480 $. Le reste allait dans ce que Lial appelait les « dépenses du ménage », une catégorie fourre-tout qu'il gérait et que personne ne remettait en question, car le faire aurait signifié admettre que le système était conçu pour me faire payer sans savoir ce que mon argent achetait. Le toit au-dessus de leur tête existait grâce à mes fiches de paie. Mon frère ne payait rien. Mon père touchait une pension de maintenance partielle de 2100 $ par mois. Ma mère travaillait 20 heures par semaine dans une épicerie et rentrait fatiguée d'une manière qui faisait de sa fatigue le problème de tout le monde. Et chaque mois, sans faute, quelqu'un dans cette maison me rappelait d'où je venais, comme si venir d'un milieu difficile était la preuve que je ne devais pas aspirer à mieux. J'ai passé mon enfance à la bibliothèque municipale. Non pas parce que j'aimais lire, même si c'était le cas. Parce qu'il n'y avait rien à la maison. Pas d'aide aux devoirs, pas de livres sur les étagères, personne pour me demander ce que j'avais appris ce jour-là. Lial rentrait du travail à 16h et allumait la télévision. Patrice rentrait à 18h et commençait le dîner. Kat jouait aux jeux vidéo dans le salon jusqu'à minuit et laissait sa vaisselle sur la table basse pour que je la ramasse le matin. Je m'asseyais à une table de la bibliothèque municipale de Millbrook de 15h30 à 19h, chaque jour de la semaine pendant 6 ans, à faire mes devoirs, à lire des manuels de biologie que je prenais sur les étagères de référence, et à apprendre à étudier par moi-même. Car personne au 114 Glenmore Road n'allait me l'apprendre. La bibliothécaire, une femme nommée Madame Falk, a commencé à laisser un crayon et un cahier à ligne sur ma table habituelle chaque après-midi. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais là au lieu d'être à la maison. Elle s'assurait simplement que la table était propre et que la lumière fonctionnait. Je dois une plus grande partie de mon éducation à une bibliothécaire qui ne posait jamais de questions qu'à quiconque partageant mon nom de famille. La famille appelait ça « traîner dans les rues ». Pas pour rire. Il le disait avec une désapprobation sincère, comme on décrit un enfant qui prend une mauvaise pente. Lial a dit un jour à un voisin lors d'un barbecue, « Jonah n'est jamais à la maison. Il traîne dans le quartier à faire on ne sait quoi. » J'étais à la bibliothèque. J'avais 13 ans. Je lisais un chapitre sur la respiration cellulaire pour la 3e fois, parce que le diagramme dans le livre de référence était le plus clair que j'ai jamais vu. Le voisin m'a regardé, debout dans le jardin avec une assiette de salade de pommes de terre que je m'étais servie, et n'a rien dit. Rat des rues a commencé comme une blague de Kat quand j'avais 14 ans. Je suis rentré de la bibliothèque un soir et je l'ai trouvé dans la cuisine,
mangeant des céréales directement dans la casserole parce que tous les bols étaient sales. Il m'a regardé et a dit, le rat des rues est de retour. Il avait 17 ans. Quand j'ai eu 16 ans, ce n'était plus une blague. C'était une étiquette. À 23 ans, c'était le raccourci familial pour tout ce que je suis et tout ce qu'ils avaient décidé que je resterais. J'ai failli arrêter d'aller à la bibliothèque après que Cad a peint, raté des rues, à la bombe sur mon vélo quand j'avais 15 ans. Les lettres étaient rouges et déchiquetées sur le garde-boue arrière. J'ai utilisé ce vélo pour aller à la bibliothèque chaque après-midi pendant 3 mois, avec ces lettres faisant face à chaque voiture qui me dépassait, car je n'avais pas les moyens de le repeindre et la peinture ne partait pas au savon. Je me disais que ça ne me dérangeait pas. Ça m'a dérangé chaque jour. Mais lors d'un de ces trajets, je me suis arrêté chez mon oncle Elden, sur mon street, pour remplir ma gourde car la fontaine de la bibliothèque était cassée. Elden était dans son allée, chargeant des raccords en cuivre dans sa camionnette pour un chantier. Il a vu le vélo. Il a vu la peinture. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis il est rentré et est revenu avec 2 choses, une bombe de peinture noire et un exemplaire d'occasion du Campbell Biology, avec le dos cassé et les pages annotées par un étudiant qui avait souligné au crayon les parties importantes. Couvre les lettres d'abord, a-t-il dit, en me tendant la bombe. Ensuite, ouvre le livre. J'ai repeint les lettres rouges dans son allée cet après-midi-là. Il a tenu le vélo pendant que je pulvérisais. Quand j'ai eu fini, il a ouvert le manuel de biologie à la première de couverture et m'a montré ce qu'il avait écrit au stylo, tu en auras plus besoin qu'il ne le pense. Elden est le frère de ma mère. Il installe des systèmes de climatisation et conduit une camionnette de 12 ans, et il ne m'a jamais dit une seule fois ce que je ne pouvais pas devenir. Il ne m'a pas fait la morale sur Cad. Il n'a pas appelé Patrice pour se plaindre. Il m'a donné une bombe de peinture et un livre, et a traité les 2 comme étant d'une égale nécessité. Ce manuel est dans mon sac. Il était dans mon sac quand la lettre de bourse a brûlé. Il est dans mon sac maintenant. Restez avec moi sur Family Secret Health, car les papiers n'étaient pas la seule chose que ma famille a détruite sous mon nom. 3 semaines avant le vol, une lettre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de l'État est arrivée au 114 Glenmore Road. C'était une enveloppe commerciale standard, blanche, avec le sceau du Conseil dans le coin supérieur gauche. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine un mardi matin après un service de nuit, alors que mes mains sentaient encore les gants en nitrile et l'alcool isopropylique. Le café était amer, la maison silencieuse. Cad dormait. Lial regardait la télévision matinale dans le salon, le volume bas. La lettre m'informait qu'une activité de commande inhabituelle avait été signalée sous mon numéro de licence de technicien en pharmacie. Un compte de distributeur en gros secondaire avait été ouvert 14 mois plus tôt, utilisant ma licence, mon nom et mon numéro d'identification. Le compte était enregistré à une boîte postale dans le comté de Henley, un comté au nord du nôtre. Sur 14 mois, ce compte avait commandé des quantités d'hydrocodone et de tramadol qui ne correspondaient à aucune pharmacie institutionnelle à laquelle j'étais affilié. Le conseil demandait une réponse écrite dans les 30 jours. Je suis technicien en pharmacie. Je sais à quoi ressemble un signalement de détournement, car j'en ai traité 6 à l'hôpital Mémorial Général au cours des 3 dernières années. Je connais le schéma, de petites commandes, à intervalles réguliers, des quantités juste en dessous du seuil qui déclenche une révision automatique par la DEA. Quelqu'un qui comprenait le système de signalement avait conçu ce compte pour passer sous le radar. Pas une opération de rue, mais une opération calibrée. Je suis allé au bureau de poste du comté de Henley cet après-midi-là, avant mon service. Le bâtiment était une structure en briques d'un seul étage, à côté d'un magasin d'aliments pour animaux. J'ai dit à l'employé que je devais vérifier l'enregistrement d'une boîte postale pour une enquête de fraude. Elle m'a demandé une pièce d'identité. Je lui ai montré mon badge de technicien en pharmacie et la lettre du conseil. La boîte postale était enregistrée au nom de C. Coulter. Elle ne pouvait pas me donner plus d'informations, mais ce n'était pas nécessaire. Le numéro de téléphone de contact secondaire sur le compte du distributeur, que j'avais vérifié via le portail du conseil ce matin-là, correspondait au portable personnel de Cad. Le même numéro qu'il utilise pour m'envoyer un texto quand il veut que je lui ramène un café de la station-service après mon service. Mon frère utilisait ma licence de pharmacie pour commander des médicaments réglementés et les revendre depuis plus d'1 an. Il était assis dans le salon, jouant à un jeu de course à la télévision quand je suis rentré. La manette dans les 2 mains, les pieds sur la table basse. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré.
Il ne savait pas que le numéro de licence imprimé sur la petite carte plastifiée dans mon portefeuille, celui qu'il avait tapé sur un portail de distributeur en ligne il y a 14 mois, faisait maintenant l'objet d'une enquête de l'État qui impliquerait éventuellement des agents fédéraux. Je ne l'ai pas confronté. Je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler des dossiers. 2 semaines avant le vol, un rapport de crédit est apparu sur l'écran de mon ordinateur, ne correspondant à rien de ce que je connaissais. Mon score de crédit, qui était de 761 la dernière fois que j'ai vérifié, était tombé à 698. La raison, une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, ELOC, de 95 000 $, ouverte il y a 18 mois, co-signée par Jonah Coulter. Un document que je n'ai jamais signé, un prêt que je n'ai jamais vu, une table dans une banque où je ne me suis jamais assis. J'ai récupéré la demande. La signature de Lial était sur la ligne de l'emprunteur principal. Ma signature était sur la ligne du co-emprunteur. Sauf que ce n'était pas ma signature. Mon J a un crochet spécifique au bas du trait vertical qui se recourbe vers l'intérieur. Le J sur cette demande ne se recourbait pas. Quelqu'un s'était entraîné à écrire mon nom sans comprendre la seule lettre qui le rend mien. Les 95 000 $ avaient été décaissés en un seul versement à un entrepreneur nommé Fulbright Construction. La facture de Fulbright concernait la conversion d'un garage au 114 Glenmore Road. L'atelier de detailing de CAD. Celui avec le compresseur d'air, la polisseuse, le nettoyeur haute pression et l'éclairage LED. Celui qui rapporte 200 $ un bon mois, contre une dette à 6 chiffres. Le paiement mensuel de la ELOC était de 1 247 $. Ce chiffre avait été intégré dans les « dépenses du ménage » que je payais depuis 18 mois, sans savoir quelle ligne correspondait à quoi. Mon père avait falsifié ma signature pour emprunter sur une maison que je ne possède pas et avait utilisé l'argent pour construire un atelier pour un fils qui n'a pas eu d'emploi stable depuis qu'il a abandonné le collège à 19 ans. J'ai failli appeler Lial ce soir-là. La demande était sur mon écran. Son écriture était sur la ligne principale. Mon nom falsifié était sur la ligne du co-emprunteur. Mais j'étais à 2 semaines d'un vol qui m'emmènerait dans un autre pays, une autre vie. Et si je les confrontais maintenant, ils passeraient ces 2 semaines à trouver des moyens de m'empêcher de partir. La lettre du conseil de pharmacie, la ELOC, l'incinération des papiers de bourse qui n'étaient pas encore arrivés, mais que je sentais déjà venir comme on sent le temps changer. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé travailler. J'ai traité 127 ordonnances cette nuit-là et n'ai commis aucune erreur. 1 semaine avant le vol, j'ai découvert la dernière pièce. Patrice était à la table de la cuisine un samedi matin. Lial était dans le garage. Je préparais du café. Le téléphone de Patrice était sur la table, écran vers le haut, et une notification de texto de Lial est apparue, « Tu as déplacé le dossier avec les papiers de la banque ?» Celui que j'ai signé pour Jonah. Elle a pris le téléphone, l'a lu, a tapé une réponse, et l'a reposé sans me regarder. Elle n'a pas été surprise par le texto, ni confuse. Elle a répondu comme on répond à une question de routine sur les courses. Elle savait. Elle était à table quand Lial s'entraînait à signer mon nom. Elle l'avait regardé signer mon nom sur la demande de ELOC. Elle n'était pas une complice qui détournait le regard, elle était une participante qui restait assise. J'ai contacté un avocat nommé Wendell cet après-midi-là. Il avait un bureau au-dessus d'un pressing sur South Main, le genre de cabinet qui traite les litiges de succession, les fraudes de petites entreprises, et les catastrophes familiales silencieuses qui ne font jamais la une des journaux. Je me suis assis en face de son bureau avec la lettre du conseil de pharmacie, le rapport de crédit, la demande de ELOC, l'impression du compte du distributeur, et 18 mois de relevé de dépenses du ménage. Il les a lus dans l'ordre où je les avais disposés. Quand il a fini, il a enlevé ses lunettes et les a posées sur le bureau. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant du détournement de médicaments ?» a-t-il demandé. 3 semaines. Et de la ELOC ? 2 semaines. Et vous n'avez confronté personne ? Non. Pourquoi ? Parce que mon vol pour Dublin est dans 7 jours. Et si je les confronte maintenant, ils passeront 7 jours à trouver des moyens de m'empêcher de monter à bord. Wendell a de nouveau regardé la lettre du conseil de pharmacie. Le signalement au conseil est urgent. Nous devrions déposer la réponse et la notification à la DEA maintenant, pendant que les preuves sont fraîches. Si nous attendons et que CAD ferme le compte du distributeur, les registres de commandes seront plus difficiles à obtenir. Déposez le signalement au conseil maintenant.
La notification à la DEA aussi. Gardez tout le reste jusqu'à ce que je sois en l'air. La fraude à la HELOC, gardez-la. Le litige avec le bureau de crédit, gardez-le. Et la lettre de mise en demeure à votre père, mettez-la dans un dossier. Je la laisserai sur la table de la cuisine le matin de mon départ. Ils pourront la lire pendant que je serai à l'aéroport. Wendell s'est penché en arrière dans son fauteuil. Vous voulez qu'ils le découvrent dans un dossier sur leur propre table? Ils ont brûlé mes papiers de bourse sur cette table. Ils peuvent lire les conséquences sur la même table. Il a hoché la tête une fois. J'aurai tout prêt dans 4 jours. La nuit où les papiers ont brûlé, je savais déjà tout. Je me tenais dans l'embrasure de la cuisine et je regardais Cad allumer une allumette contre une lettre qui avait été confirmée électroniquement 6 semaines plus tôt. Et je ne l'ai pas arrêté, car l'arrêter m'aurait coûté la seule chose dont j'avais plus besoin que ces pages, le départ. Je devais être dans un avion avant que la famille ne réalise que leur structure financière, celle construite sur mon salaire, ma signature falsifiée et ma licence volée, étaient sur le point d'être démantelées depuis une porte d'embarquement à l'aéroport. J'ai ramassé mon sac. J'ai souri. Je suis allé dans ma chambre et j'ai attendu. À 4h30 du matin, j'ai porté mon sac à travers le couloir sombre. La maison était silencieuse. La porte de Cad était fermée. La lumière de la chambre de mes parents était éteinte. J'ai placé un dossier Manila sur la table de la cuisine. À l'intérieur, la lettre d'audit du conseil de pharmacie, l'enregistrement du compte du distributeur montrant le numéro de téléphone de Cad, la demande de HELOC avec ma signature falsifiée encerclée, le registre de décaissement montrant que les fonds du prêt sont allés à Fulbright Construction. La facture de l'entrepreneur pour la conversion du garage, 18 mois de relevé de dépenses du ménage montrant le paiement de $1247 de la HELOC regroupé avec mes contributions, et une seule page imprimée de Wendell résumant les actions en justice déjà en cours. La porte d'entrée s'est verrouillée derrière moi pour la dernière fois. La serrure a tourné comme elle le fait toujours, douce et familière. Mon sac est allé dans la voiture. La carte de certification de technicien en pharmacie était dans mon portefeuille, où elle se trouve depuis que je l'ai obtenue à 18 ans. Le petit rectangle plastifié avec mon nom, mon numéro de licence et le sceau du conseil de pharmacie de l'État. Le premier document qui a jamais confirmé que j'étais qualifié pour quoi que ce soit. Le même numéro que Cad a tapé sur un portail de distributeur pour commander des médicaments qu'il a vendus à un acheteur dans le comté de Henley. La carte était à moi. La licence était à moi. Le siège dans l'avion était à moi. Le trajet jusqu'à l'aéroport a duré 35 minutes. Des routes vides, à l'exception de camions de livraison et d'une voiture de police garée à une station-service, les lumières éteintes. Le ciel est passé du noir au bleu foncé, puis au gris du petit matin. La radio est restée éteinte. Les mots pour l'appel téléphonique n'avaient pas besoin d'être répétés. Ils s'étaient assemblés d'eux-mêmes depuis 2 semaines, vérifiés et confirmés comme on vérifie les ordonnances de médicaments. Irréversible une fois soumis. Le parking longue durée était presque vide. Mon sac a passé les portes automatiques, l'enregistrement, la sécurité, derrière une famille avec 3 bagages à main et une poussette. La porte C14 était au bout du terminal. Une chaise en plastique moulée entre une femme lisant un roman et un homme endormi avec sa veste sur le visage. Le tableau des départs affichait mon vol, Dublin, 7h15. À l'heure. 38 minutes avant l'embarquement. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai composé le numéro de la maison, le numéro que je connais par cœur depuis l'âge de 6 ans. Le numéro que je ne composerai plus après aujourd'hui. Ça a sonné 4 fois. Lia l'a décroché. Sa voix avait l'épaisseur d'un homme réveillé depuis moins de 10 minutes. Je pouvais entendre la cafetière en arrière-plan, une chaise gratter le sol. Quelqu'un d'autre était réveillé. « Jonah, dit-il, où diable es-tu ? » « Je suis à l'aéroport. » Silence, puis, « Quel aéroport ? » ?»« Celui d'où partent les avions, papa. Mon vol embarque dans 38 minutes. Avant de partir, j'ai besoin que tu ouvres le dossier que j'ai laissé sur la table de la cuisine. J'ai entendu du papier froissé. J'ai entendu la voix de Patrice en arrière-plan, demandant ce qui se passait. J'ai entendu une chaise reculer, plus de froissement, puis rien pendant 12 secondes. 12 secondes, c'est long au téléphone quand la personne à l'autre bout lit un document qui change tout. Ce n'est pas ce que tu crois, a dit Lial. La phrase est arrivée comme elle arrive toujours,
quand une preuve écrite atterrit sur une table devant quelqu'un qui a menti. C'est exactement ce que tu crois. CAD a utilisé ma licence de pharmacie pour commander des substances contrôlées pendant 14 mois. Le signalement à la DEA a été déposé hier. De l'hydrocodone et du tramadol, via un compte de grossiste enregistré à une boîte postale dans le comté de Henley. Sous son nom et avec mon numéro de licence. Le conseil de pharmacie de l'État a la piste d'audit complète. J'ai entendu la voix de CAD, vive et proche. De quoi il parle? Il était dans la cuisine. Il lisait les pages. Il parle du compte de distributeur que tu as ouvert en utilisant mon numéro de licence, ai-je dit, assez fort pour que le haut-parleur du téléphone le porte jusqu'où se tenait CAD. Celui lié à ton téléphone portable personnel, celui qui a commandé des médicaments réglementés pendant 14 mois. Ce n'est pas le mien, a dit CAD. J'ai entendu la rapidité de son déni. Trop rapide. Le genre de rapidité qui vous dit que la personne avait déjà répété la phrase au cas où ce jour arriverait. Ton numéro de téléphone est sur l'enregistrement du compte. Ton nom est sur la boîte postale. La documentation est dans le dossier. Silence de CAD. Papa, tu as falsifié ma signature sur un prêt immobilier de 95 000 $. La banque a été informée que la désignation de co-emprunteur est frauduleuse. Le paiement de 1 247 $ par mois pour ce prêt, que tu as enfoui dans les factures du ménage que je paie depuis 18 mois. Ce paiement est à vous maintenant. Chaque centime. Mon avocate à la demande, le registre de décaissement et la facture de l'entrepreneur. La respiration de Lial a changé au bout du fil. De courtes inspirations par le nez. Le son d'un homme dont la poitrine s'est resserrée. Maman, tu as regardé papa s'entraîner à signer mon nom à la table de la cuisine. Tu l'as vu signer mon nom sur un document bancaire. Tu lui as envoyé un texto à propos du dossier où il le gardait. Tu es témoin d'une fraude. Et tes messages textes sont dans le dossier de mon avocate. J'ai entendu Patrice dire, Jonah, ce n'est pas juste. Sa voix était plus aiguë que d'habitude. Pas un déni, exactement. Le tremblement de quelqu'un qui était assis sur une chaise qu'elle pensait solide et qui vient de la sentir bouger. Juste, ai-je dit. Tu m'as dit que l'argent de la bourse devrait aller à cette maison. J'ai envoyé 3 400 $ par mois à cette maison pendant 5 ans. 204 000 $. Et vous avez utilisé mon nom pour emprunter 95 000 $ de plus. À mon insu. Mon avocate a déposé une main courante pour la signature falsifiée. Que le procureur poursuive ou non, ce n'est pas ma décision. Tu as raison, maman. Ce n'est pas juste. Jonah, tu ne peux pas juste partir, a dit Lial. Nous sommes ta famille. Vous avez brûlé ma lettre de bourse. Vous m'avez traité de rat des rues. Vous m'avez dit que ma place était de faire la vaisselle. Vous avez falsifié mon nom sur un prêt que je n'ai jamais signé. Et les papiers que vous avez brûlés hier soir étaient des photocopies. Papa. J'ai tout soumis au RCSI numériquement il y a 6 semaines. Mon inscription a été confirmée avant que CAD n'allume l'allumette. On peut arranger ça, a dit Lial, sa voix passant au registre d'un homme qui n'argumente plus mais négocie. Reviens de l'aéroport. On s'assoira, on réglera le prêt. Mon prochain salaire a été redirigé vers un compte dans une banque à laquelle aucun de vous n'a accès. Les 3 400 $ par mois s'arrêtent aujourd'hui. Chaque facture dans cette maison est à vous, y compris les 1 247 $ pour un garage qui rapporte 200 $ un bon mois. Tu nous tues, a dit CAD en arrière-plan. Sa voix avait changé. La voix rieuse, désinvolte, celle qui allumait des allumettes 8 heures plus tôt, avait disparu. Ce qui restait ressemblait à un homme lisant des chiffres sur une page et comprenant pour la première fois ce qu'ils signifiaient. Tu m'as traité de garçon de comptoir, CAD, ai-je dit. Le garçon de comptoir est celui qui a lu l'audit du conseil de pharmacie et a retracé ton compte de distributeur en 4 heures. Le garçon de comptoir est celui qui a sorti le rapport de crédit et trouvé la HELOC falsifiée en 2 jours. Le garçon de comptoir a traité les registres de substances. Contrôlé pendant 5 ans pendant que tu étais assis sur le canapé à jouer à des jeux de course. Et le garçon de comptoir est la raison pour laquelle tu es sur le point d'expliquer un signalement à la DEA à un enquêteur fédéral. Tu aurais dû faire plus attention à ce que fait le garçon de comptoir. Pour gagner sa vie. Silence. Le genre de silence qui a un poids. CAD a tenté une dernière chose.
Sa voix a pris une intonation que je ne lui avais jamais entendue. Plus petite, presque raisonnable. Jonah, écoute. Je vais fermer le compte du distributeur aujourd'hui. Tout de suite. Je rembourserai tout sur la carte. On trouvera une solution pour le prêt. Reviens juste de l'aéroport. Donne-nous une chance de régler ça avant que ça n'aille aux fédéraux. Le signalement au conseil et la notification à la DEA ont été déposés il y a 4 jours, CAD. Il n'y a rien à fermer. C'est déjà dans le système. Nouveau silence. Plus long celui-ci. Mon numéro changera quand j'atterrirai, ai-je dit. La prochaine communication de ma part passera par mon avocate. Les factures du ménage sont votre problème maintenant. Chacune d'entre elles. Y compris les 1247 $ pour un prêt que je n'ai jamais signé. Les 3400 $ par mois que j'ai envoyés à cette maison pendant 5 ans. C'est terminé. Il n'y a pas de plan de paiement. Il n'y a pas d'appel auquel je répondrai. Il n'y a aucune version de cette histoire où je reviens dans cette cuisine faire votre vaisselle. J'ai failli laisser le silence s'étirer assez longtemps pour que l'un d'eux le remplisse avec quelque chose qui aurait pu changer le calcul. L'agente d'embarquement avait commencé l'annonce de pré-embarquement, sa voix plate et professionnelle dans l'interphone. Un enfant, 3 rangées plus loin, tirait sur la manche de sa mère. Le monde à la porte C14 continuait son cours, comme le monde continue quand une famille implose au bout d'une ligne téléphonique à 40 miles au sud. Mais j'avais passé 5 ans dans cette cuisine à payer leurs factures et à avaler leurs insultes. Et aucun son qu'ils pourraient faire dans un téléphone à 6 heures du matin n'allait être plus fort que la phrase que j'attendais de dire depuis 23 ans. Le garçon de comptoir est à la porte C14, papa. Le rat des rues va en fac de médecine. N'appelez pas ce numéro. J'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone. L'agente a appelé le groupe B. Je me suis levé, lui ai tendu ma carte d'embarquement, et j'ai descendu la passerelle. J'ai mis mon sac dans le compartiment supérieur. À l'intérieur, le manuel Campbell Biologie d'Elden avec une note sur la première de couverture, mon portefeuille avec la carte de certification, le chargeur d'un téléphone qui aurait un nouveau numéro avant que je ne passe la douane irlandaise. Je me suis assis près d'un hublot. L'avion a repoussé de la porte à 6h48. J'ai regardé l'aéroport rapetisser, puis l'autoroute, puis les quartiers, puis le comté où j'avais passé 23 ans à m'entendre dire ce que j'étais et ce que je resterais. Puis tout a disparu, remplacé par le sommet des nuages, blanc, plat et infini, comme une page sur laquelle rien n'a encore été écrit. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi pour la première fois en 31 heures. 3 heures après mon départ, l'oncle Elden est arrivé au 114 Glenmore Road. Je l'avais appelé depuis la porte d'embarquement, avant d'appeler Lial. Je lui ai tout raconté. Il a conduit 45 minutes jusqu'à la maison. Elden m'a raconté plus tard ce qu'il a trouvé. La porte d'entrée était déverrouillée. La cuisine sentait le café brûlé. Le dossier Manila était ouvert sur la table, son contenu étalé sur la surface dans l'ordre où je l'avais placé. Personne n'avait réorganisé les pages. Il les lisait dans la séquence que j'avais conçue, de la même manière que j'arrange un audit de substance contrôlée à l'hôpital, chronologiquement, avec le pire document en dernier. Lial était assis sur la chaise la plus proche du mur. Les 2 mains à plat sur la table, ses doigts immobiles. Ses yeux étaient fixés sur la demande de Helloc, spécifiquement sur la falsification encerclée. Mais Elden a dit qu'il ne la lisait plus, il fixait juste un point sur le papier, comme les gens regardent les choses quand leur cerveau a cessé de traiter les informations et exécute le même calcul encore et encore, sans arriver à un résultat. Son café était froid. La tasse avait un anneau de condensation brune autour de sa base, où elle était restée intacte pendant 2 heures. Son téléphone était sur la table, écran sombre, le dernier appel sortant affichant encore mon nom. Patrice se tenait au comptoir, les 2 mains agrippées au bord. Ses jointures étaient blanches contre le stratifié. Elle faisait face à la cuisinière où la lettre de bourse avait brûlé 8 heures plus tôt. L'évier était juste en dessous, et la cendre des documents avait séché en un film gris sur l'acier. Elle ne pleurait pas. Elden a dit qu'elle ressemblait à une femme debout dans une pièce qu'elle ne reconnaissait plus, essayant de retrouver la version d'elle-même qui s'était assise à cette table la veille au soir et avait dit que l'argent de la bourse devrait aller à cette maison. Cad n'était pas dans la cuisine. Il était dans le garage, assis sur le sol en béton, le dos contre l'établi, les jambes étendues. Les lumières du plafond étaient éteintes. La seule lumière venait de l'espace sous la porte du garage.
Il tenait son téléphone dans une main, posé sur sa cuisse, mais l'écran était sombre. La polisseuse de detailing était sur l'étagère au-dessus de sa tête, débranchée. Le compresseur d'air était silencieux. Le garage sentait l'huile de moteur, la poussière, et le silence. Eldon s'est assis à la table en face de Lial. Il n'a pas haussé la voix. Il a dit : « Vous avez brûlé la lettre de bourse de ce garçon et vous lui avez dit de faire votre vaisselle. Puis vous avez laissé votre autre fils utiliser sa licence de pharmacie pour vendre de la drogue. Et vous avez falsifié son nom sur un prêt pour construire un garage qui ne peut même pas payer ses propres factures. À quoi vous attendiez-vous ? » Lial ? Lial n'a pas levé les yeux. Ses mains sont restées à plat sur la table. Patrice ne s'est pas retourné. Plus tard cet après-midi-là, Patrice a appelé Eldon. Je sais ce qui a été dit parce qu'Eldon me l'a raconté mot pour mot dans un email qu'il a envoyé 3 jours plus tard. Eldon, ton neveu a perdu la tête, a dit Patrice. Il a déposé une sorte de plainte contre Cad et il dit à la banque que Lial a falsifié quelque chose. Il a abandonné cette famille au pire moment de notre vie. J'ai besoin que tu l'appelles. Dis-lui de rentrer. Dis-lui au moins de continuer à envoyer l'argent jusqu'à ce qu'on arrange ça. Quelle partie voudrais-tu que j'arrange, a dit Eldon. La partie où Cad a utilisé la licence de pharmacie de son frère pour vendre de la drogue, ou la partie où Lial a falsifié le nom de Jonah sur un prêt de 95 000 $? Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai les documents, Patrice. Jonah me les a envoyés avant de vous appeler. J'ai lu chaque page. Il déforme les choses. C'est un technicien en pharmacie qui traite des audits de substances contrôlées pour gagner sa vie. Il n'a pas besoin de déformer quoi que ce soit. Les documents parlent d'eux-mêmes. C'est mon fils et il est parti sans dire au revoir. C'est ton fils et tu lui as dit que sa place était de faire votre vaisselle. Ce garçon a obtenu une bourse pour l'école de médecine et vous avez laissé son frère la brûler sur la cuisinière. Je n'ai rien à te dire qui puisse rendre ça moins grave que ce que c'est. Patrice a raccroché. Eldon lui a envoyé une seule image par texto, la demande de Hello scannée, avec la signature principale de Lial et la signature falsifiée du co-emprunteur encerclée en rouge. Pas de commentaire, pas de message de suivi. Juste le document. Elle n'a pas répondu. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Family Secret Health. Voici ce qui a suivi. Le signalement à la DEA a progressé dans le système en 3 semaines. Des enquêteurs fédéraux ont contacté le distributeur en gros, confirmé le compte non autorisé, et retracé les commandes jusqu'à la boîte postale du comté de Henley. L'employeur de Cad, Whitfield Auto Parts, a été informé que l'adresse de livraison de son entrepôt était apparue sur un manifeste de livraison secondaire associé à l'enquête. Le responsable régional de la conformité est arrivé un mercredi, pendant le déjeuner. Cad a été appelé dans la salle de pause. Son chef d'équipe se tenait près de la porte. 2 collègues près du distributeur automatique ont vu Cad sortir avec le contenu de son casier dans une boîte en carton, son badge récupéré à la sortie. Personne ne lui a souhaité une bonne journée. Un collègue a demandé au manager ce qui s'était passé. Le manager a répondu qu'il n'était pas autorisé à discuter des questions de personnel. Le jeudi matin, tout le monde à Whitfield était au courant. La banque a exigé le remboursement des 95 000 $ de la HELOC après avoir reçu la notification de falsification. Lial a reçu une lettre de mise en demeure recommandée pour le solde total impayé, avec une fenêtre de remboursement de 90 jours. 2 semaines plus tard, une deuxième lettre est arrivée du bureau du procureur du comté, demandant un entretien concernant la signature falsifiée. Lial a engagé un avocat de la défense. L'acompte était de 4 500 $, sur une pension qui couvre à peine ses factures mensuelles. Sa pension partielle couvre 2 100 $ par mois, le paiement de la HELOC est de 1 247 $, et les dépenses restantes du ménage que Jonah payait s'élèvent à 1 920 $. Le calcul ne fonctionne pas. Lial s'est assis à la table de la cuisine avec une calculatrice et a obtenu le même chiffre impossible 4 fois, avant de ranger la calculatrice dans un tiroir et de le fermer. Le directeur de l'épicerie de Patrice l'a appelé dans son bureau après qu'un client régulier a mentionné la situation des coulteurs à la caisse. Patrice n'a pas été licencié. Elle a été déplacée de la caisse à l'entrepôt. Mêmes heures, même salaire, mais les clients qui la saluaient par son nom reçoivent maintenant leur monnaie de quelqu'un d'autre. À l'église, la famille qui s'asseyait habituellement derrière les coulteurs s'est déplacée de 3 rangs vers l'avant, sans commentaire.
Patrice continue d'y assister. Elle s'assoit au même endroit. L'espace derrière elle reste vide. Cad est assis sur le sol de l'atelier du garage, celui qui a coûté une signature falsifiée et un prêt à 6 chiffres, et qui rapporte $200 un bon mois. La polisseuse de detailing est sur l'établi, débranchée. Une voiture de client à moitié terminée est sur le pont élévateur depuis cette semaine. Le propriétaire a cessé de répondre aux appels de Cad concernant la récupération. Le compresseur est silencieux. Les bandes LED que Lial a achetées avec l'argent du prêt brillent au-dessus d'une entreprise qui ne peut pas couvrir sa propre facture d'électricité. Cad n'allume plus les lumières principales. Il laisse la porte du garage entrouverte pour que le lampadaire atteigne les premiers mètres de béton. Il s'assoit là certains soirs, le dos contre l'établi, regardant l'endroit vide dans l'allée où ma voiture se garait. La voiture qui m'emmenait à l'hôpital 5 nuits par semaine pendant 5 ans. La voiture qui m'a transporté à l'aéroport à 4h30 du matin, un matin où il dormait. La voiture qui ne reviendra pas à Glenmore Road. Je suis à un bureau dans une colocation à Dublin. Il pleut comme il pleut ici, de côté et sans s'excuser. Mon manuel d'anatomie est ouvert à la section sur le plexus brachial. Sur l'étagère au-dessus du bureau, le Campbell Biology d'Elden se trouve entre un manuel de physiologie et une petite boîte de sachets de thé qu'un colocataire a laissé en cadeau de bienvenue. Le dos est cassé, les annotations au crayon d'un étudiant anonyme sont toujours là. La note d'Elden est toujours à l'intérieur de la première de couverture, tu en auras plus besoin qu'il ne le pense. Ma carte de certification de technicien en pharmacie est épinglée sur le tableau de liège au-dessus du bureau. Mon nom, mon numéro de licence, le sceau de l'État. Le premier document qui a jamais dit que j'étais qualifié pour quoi que ce soit, obtenu à 18 ans, pendant le service de nuit, alors que la famille dormait, que l'hôpital bourdonnait, et que je comptais des pilules, préparais des composés. Et apprenez que la précision est une forme d'amour qui ne nécessite l'approbation de personne. Sur le mur, à côté du tableau de liège, il y a un emploi du temps imprimé. Lundi, 9h, anatomie générale. Mon premier cours. Mon nom sur la liste, une place dans une salle pleine de gens qui ont mérité leur place, tout comme moi. Mon téléphone est sur le bureau. Il a un nouveau numéro. Il ne sonne pas depuis Glenmore Road. Il ne sonne pas de la part de quiconque m'a dit de faire sa vaisselle, m'a traité de rat des rues, ou a brûlé une lettre contenant mon avenir. La liste de contacts contient 14 noms. Aucun d'entre eux ne partage mon nom de famille, sauf Elden. Il ne sonne pas. Et je préfère que ce soit ainsi.